Alexandre Carvalho, PDG de 42 ans de l'une des plus grandes entreprises technologiques du Brésil, était sur le point d'annoncer au monde entier qu'il avait enfin trouvé son héritier. Un garçon, son fils. Le garçon qui porterait son nom de famille, son empire, son héritage. Il n'avait aucune idée qu'il y en avait 5 autres. 5 enfants qu'il n'avait jamais vus. 5 vies qu'il ignorait complètement. 5 secrets qui étaient sur le point de faire exploser sa réalité parfaitement construite. Mais revenons un peu en arrière. Car pour comprendre comment un homme si puissant, si contrôlant, si méticuleux dans chaque détail de sa vie, a pu perdre 5 éléments fondamentaux de sa propre histoire, il faut d'abord savoir qui était vraiment Alexandre Carvalho. Son bureau se trouvait au dernier étage d'un gratte-ciel de São Paulo, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. De là-haut, tout semblait petit, contrôlable. Les gens étaient des fourmis, les problèmes minuscules. Et c'était exactement ainsi qu'Alexandre aimait voir le monde, d'en haut, sous son contrôle absolu. Il avait bâti sa fortune à partir de rien. À 23 ans, il a fondé une start-up d'intelligence artificielle, alors que personne au Brésil ne prenait le secteur au sérieux. 10 ans plus tard, son entreprise valait des milliards. Aujourd'hui, à 42 ans, Alexandre Carvalho était un nom qui ouvrait des portes, qui figurait en couverture de magazines, qui était cité comme exemple de succès entrepreneurial brésilien. Sa journée commençait toujours à 5 heures du matin. Entraînement dans la salle de sport privée de son penthouse. Petit déjeuner tout en révisant les rapports financiers. Réunion stratégique avant 8 heures. Déjeuner d'affaires avec des investisseurs internationaux. Dîner de bienfaisance où sa présence valait plus que les dons qu'il faisait. Alexandre était méthodique, calculateur. Chaque mouvement était planifié 3 pas à l'avance. Il ne croyait pas au hasard. Il ne croyait pas aux surprises. Tout dans sa vie suivait un scénario soigneusement élaboré, révisé et exécuté avec une précision chirurgicale. Ses relations étaient également ainsi, stratégiques. Il a eu 3 petites amies au cours de sa vie, toujours des femmes de sa propre classe sociale, toujours pour des périodes calculées qui ne compromettaient jamais ses objectifs professionnels. Lorsque les relations cessèrent d'avoir un sens dans le grand schéma de sa vie, il y mettait fin avec la même efficacité qu'il signait des contrats commerciaux. Alexandre ne s'est jamais marié, n'a jamais voulu. Le mariage, à ses yeux, était une institution dépassée, pleine de complications légales inutiles et d'attentes émotionnelles qu'il n'avait aucun intérêt à gérer. Mais il y avait une chose qu'Alexandre avait toujours voulu, depuis qu'il était devenu un homme de succès. Un héritier. Pas par sentimentalisme. Alexandre n'était pas sentimental. Il voulait un héritier pour ce que cela représentait. Continuité, héritage. La certitude que tout ce qu'il avait construit ne mourrait pas avec lui. L'empire Carvalho avait besoin de quelqu'un pour le perpétuer. Quelqu'un qui porterait le nom. Quelqu'un qui apprendrait les affaires dès son plus jeune âge. Quelqu'un qui, un jour, prendrait le trône qu'il construisait brique par brique. Et Alexandre a toujours imaginé que ce serait un garçon. Non par préjugé, dirait-il si quelqu'un le lui demandait, mais par tradition, par symbolique. Le nom de Carvalho porté par un homme, comme cela avait été le cas pendant des générations avant lui. Alexandre Carvalho Filho, ou Alexandre Carvalho Junior. Il n'avait pas encore décidé. Pendant des années, ce désir est resté au second plan. Il y avait des affaires à développer, des marchés à conquérir, des concurrents à éliminer. Alexandre s'est d'abord concentré sur la construction de son empire. L'héritier viendrait plus tard, quand tout serait prêt. Mais le temps passe. Et à 40 ans, quand Alexandre a regardé autour de lui et a vu tout ce qu'il avait accompli, il a ressenti pour la première fois quelque chose qu'il n'était pas habitué à ressentir. L'urgence. Non pas l'urgence des affaires, qu'il maîtrisait parfaitement, mais l'urgence biologique. L'urgence de l'horloge, qui n'attend personne, pas même les milliardaires qui croient tout contrôler. C'est alors qu'il a commencé à envisager sérieusement l'idée d'avoir un enfant. Pas de manière traditionnelle, bien sûr. Alexandre n'allait pas se marier. Il n'allait pas s'attacher à une femme dans une relation qu'il savait qu'elle finirait par se terminer. Il était trop réaliste pour cela. Alors il a commencé à explorer d'autres options. Mère porteuse. Adoption. Accord de coparentalité avec des femmes qui comprendraient que c'était un arrangement commercial, pas une romance. Alexandre traitait la question de la paternité de la même manière qu'il traitait les acquisitions d'entreprises. En analysant toutes les options, en pesant le pour et le contre, en calculant les risques et les rendements. Ses amis les plus proches, les rares qu'il avait,
trouvait tout cela étrange. Pourquoi ne rencontrait-il pas simplement quelqu'un? Ne tombait-il pas amoureux? Ne formait-il pas une vraie famille? Alexandre souriait toujours en entendant cela. La passion était de la chimie. La chimie était temporaire. Il n'avait pas construit un empire milliardaire en basant des décisions importantes sur des hormones temporaires. Mais il y avait quelque chose qu'Alexandre ne racontait à personne. Un secret qu'il préférait lui-même ne pas revisiter. Quelque chose qui s'était passé des années auparavant. Une nuit. Une seule nuit. Une seule fois où il avait permis à ses défenses de baisser. Une fois où il n'avait pas été l'Alexandre Carvalho calculateur, stratégique, contrôlé. C'était lors d'un événement d'entreprise il y a 5 ans. Une conférence technologique à Florianopolis. 3 jours de conférence, de réseautage, de négociation. Le dernier jour, il y a eu une fête. Open bar, musique, des dirigeants du monde entier célébrant des affaires conclues et des partenariats établis. Alexandre ne buvait normalement pas plus d'un verre de vin. Mais cette nuit-là, il était fatigué. Fatigué d'une manière que la salle de sport ne résolvait pas. Fatigué d'être toujours le PDG implacable. Fatigué de calculer chaque mot, chaque geste, à chaque interaction. Alors il a bu. Pas beaucoup. Mais juste assez pour que ses barrières deviennent moins rigides. Et c'est là qu'il l'a vue. Elle ne faisait pas partie de l'élite des affaires. Elle travaillait à l'événement. Quelque chose lié à l'organisation. Il ne s'en souvenait pas très bien. Mais il y avait quelque chose en elle qui a capturé son attention d'une manière à laquelle il n'était pas habitué. Ce n'était pas seulement la beauté physique. C'était la façon dont elle bougeait. La façon dont elle souriait sincèrement aux gens. La légèreté qu'elle portait, si différente du poids que tous les autres portaient en là. Ils ont parlé. Alexandre ne se souvenait pas de quoi. Il se souvenait de son rire. De la façon dont elle n'a pas été impressionnée quand il a mentionné son entreprise. Du fait que, pour la première fois depuis des années, il avait une conversation sans arrière-pensée, sans stratégie, sans calcul. Une chose en entraîna une autre. Ils sont allés dans sa chambre d'hôtel. Et pour la première et unique fois dans la vie d'adulte d'Alexandre Carvalho, il a simplement vécu l'instant présent, sans réfléchir, sans planifier, sans calculer les conséquences. Le lendemain matin, elle était partie. Elle n'a pas laissé de numéro. Elle n'a pas laissé de nom complet. Alexandre a essayé de la retrouver par l'intermédiaire de l'entreprise d'événements, mais s'est heurté à un cul-de-sac. C'était comme si elle avait été un rêve, une évasion temporaire de sa réalité contrôlée. Au cours des mois suivants, Alexandre a pensé à elle plusieurs fois. Mais il repoussait toujours ses pensées. Cela avait été une aberration, un écart momentané de son caractère. Il n'y avait pas de place dans sa vie pour romantiser une nuit avec une femme dont il se souvenait à peine du nom. Et puis, 4 ans plus tard, alors qu'Alexandre avait complètement oublié cet épisode, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui allait tout changer. Il a reçu un appel. D'un cabinet d'avocats qu'il ne connaissait pas. Disant qu'il y avait une affaire urgente liée à la paternité. Disant qu'un enfant avait été enregistré sous son nom. Un garçon de 3 ans. Alexandre, bien sûr, a pensé que c'était une escroquerie. Tentative d'extorsion. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un essaierait de profiter de sa fortune. Il a demandé à ses avocats d'enquêter, espérant qu'ils démentiraient tout rapidement. Mais le test ADN s'est avéré positif. Il avait un fils. Un garçon nommé Miguel. 3 ans. Fils de cette femme de la conférence. La femme avec qui il avait passé une seule nuit. La femme qu'il n'avait pas pu retrouver ensuite. Elle était décédée. Un accident de voiture. Et dans son testament, elle avait laissé des instructions claires. Si quelque chose lui arrivait, Alexandre Carvalho devait être contacté. Il était le père. Il devait savoir. Quand Alexandre a appris cela, il a ressenti quelque chose d'étrange. Pas de l'amour, il ne connaissait pas le garçon. Mais quelque chose s'approchant de la satisfaction. Le destin peut-être, s'il croyait à ces choses. Il avait passé des années à planifier comment avoir un héritier, et l'univers lui en avait simplement livré un. Un garçon. Exactement ce qu'il voulait. 3 ans. Assez jeune pour être modelé, pour apprendre les valeurs Carvalho, pour devenir le successeur parfait. Alexandre n'a pas perdu de temps. Il a entamé les démarches légales pour obtenir la garde. Il a préparé son appartement pour accueillir un enfant. Il a engagé des nourrices, des tuteurs, des pédagogues. Il a abordé la paternité de la même manière qu'il abordait une acquisition d'entreprise. Avec efficacité, planification et ressources abondantes.
Lorsque Miguel est finalement arrivé chez lui, 3 mois plus tard, Alexandre a regardé ce petit garçon aux yeux effrayés et a vu non pas un fils, mais un projet. Le plus grand projet de sa vie. Transformer cet enfant en l'héritier parfait de l'Empire Carvalho. Il n'a pas cherché à en savoir beaucoup sur la mère. Il n'a pas voulu connaître sa famille. Pour Alexandre, c'était du passé. Ce qui importait, c'était l'avenir. Miguel était son fils maintenant. Point final. Au cours des 2 années qui ont suivi, Alexandre a élevé Miguel de la seule manière qu'il connaissait, avec discipline, structure et les meilleures ressources que l'argent pouvait acheter. Le garçon étudiait dans une école bilingue d'élite. Il prenait des cours de tennis, de natation et d'échecs. Il apprenait les finances de manière ludique dès l'âge de 4 ans. Alexandre n'était pas exactement un père affectueux. Mais il était présent. À ses propres conditions, bien sûr. Des dîners où ils discutèrent de la journée. Des week-ends où Alexandre emmenait Miguel au bureau et lui montrait comment fonctionnèrent les affaires. Des voyages où il combinait des engagements professionnels avec du temps de qualité père-fils. Et Alexandre était fier. Fier d'avoir un héritier. Fier de façonner le futur PDG de Carvalho Technologies. Fier d'avoir enfin complété la dernière pièce manquante de sa vie parfaitement structurée. Il était si fier qu'il a décidé de faire une annonce publique. Une interview pour un prestigieux magazine économique où il parlerait pour la première fois de sa vie personnelle, de Miguel, de la paternité, de l'héritage. L'article serait publié la semaine suivante. Les photos avaient déjà été prises. Alexandre dans son bureau, en costume impeccable, avec Miguel à ses côtés, habillé comme une miniature de son père. Le titre était déjà prêt. Alexandre Carvalho révèle son plus grand investissement. L'avenir de la dynastie d'entreprise. Alexandre a relu l'article avant publication. Il a lu chaque mot avec satisfaction. Tout était parfait. Son image publique d'homme d'affaires impitoyable avait maintenant une couche humaine. Celle du père dévoué. Celle de l'homme qui pense à son héritage. Cela ajouterait de la valeur à sa marque personnelle, ouvrirait des portes dans les cercles plus familiers de l'élite, peut-être même adoucirait sa réputation d'être trop froid en affaires. Il était assis dans son bureau, admirant la vue qu'il ne se lassait jamais d'apprécier, pensant à la façon dont tout s'était parfaitement agencé lorsque son téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Alexandre ne répondait généralement pas aux numéros inconnus. Mais quelque chose à ce moment-là l'a poussé à répondre. Peut-être l'euphorie d'avoir enfin achevé son plan de vie. Peut-être le sentiment que rien ne pouvait perturber sa réalité parfaite maintenant. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine. Calme, ferme. Et avec un message qui ferait commencer à fissurer par ses fondations l'empire parfaitement construit d'Alexandre Carvalho. Monsieur Carvalho, je m'appelle Marina. Je dois vous parler de la mère de Miguel. De cette nuit-là, à Florianopolis. Et de quelque chose que vous devez savoir. Alexandre a froncé les sourcils. Qui était cette femme? Comment savait-elle pour Florianopolis? Que pouvait-elle bien vouloir d'autre? De l'argent, probablement. Encore quelqu'un qui tentait de profiter de sa fortune maintenant que l'histoire de Miguel était sur le point de devenir publique. « Je n'ai pas le temps pour ça », dit Alexandre, sa voix reprenant le ton professionnel et froid qu'il utilisait avec les personnes qu'il considérait comme des inconvénients. « Toute question légale concernant mon fils doit être adressée à mes avocats. » Monsieur Carvalho. La voix continua, toujours calme, mais avec une urgence qui fit qu'Alexandre hésita avant de raccrocher. Miguel n'est pas votre seul enfant. Cette nuit-là, des sextuplés ont été conçus. La mère a eu 6 bébés. Miguel était le seul garçon. Il y a 5 filles. Et je me suis occupé d'elles ces 5 dernières années. Alexandre a figé. Le monde autour de lui sembla s'arrêter. La vue panoramique de São Paulo devint floue. Le bruit de la climatisation du bureau semblait trop fort. Son cœur, toujours si contrôlé, commença à battre de manière irrégulière, une sensation à laquelle il n'était pas habitué. 6. Pas un. 6. 5 filles qu'il n'avait jamais vues. 5 vies qui existaient quelque part, portant son ADN, sa génétique, potentiellement son nom de famille. Et il n'en avait pas la moindre idée. Mais cette nuit-là, à Florianopolis, n'avait pas été ce qu'il pensait. Ça n'avait pas été une aventure isolée qui avait entraîné une conséquence opportune. Ça avait été le début de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Quelque chose qui était sur le point de détruire tout ce qu'il croyait avoir sous contrôle. Il y a 7 ans, lors d'un gala de bienfaisance au centre de Manhattan, Alexander Hawthorne,
homme d'affaires de 32 ans et héritier d'un empire financier évalué à des milliards, était pris au piège de sa propre perfection. Tout dans sa vie était calculé, mesuré, approuvé par le conseil d'administration qui comprenait son père, ses oncles et les investisseurs qui avaient fait du nom Hawthorne un synonyme de succès implacable. Même cette nuit-là avait un but précis. Apparaître, sourire aux caméras, faire un discours répété sur la responsabilité d'entreprise et partir avant minuit. Tout était planifié, tout était contrôlé. Et puis il l'a vu. Maya Torres, 26 ans, coordinatrice de programmes sociaux pour une petite ONG d'éducation de la petite enfance dans les quartiers périphériques. Elle n'appartenait pas à ce monde de robes de créateurs et de conversations vides sur les actions et les fusions. Elle était là seulement parce que son organisation avait obtenu une table offerte par l'un des sponsors, une rare occasion de nouer des contacts qui pourraient signifier plus de ressources pour les enfants dont elle s'occupait. Maya portait une robe simple, empruntée à une amie, et ses yeux bruns ne brillaient pas de l'ambition calculée qu'Alexander voyait sur tous les autres visages autour de lui. Elle semblait vraiment intéressée quand quelqu'un parlait. Elle riait vraiment, pas ce rire social et mesuré qu'il avait appris à identifier depuis l'enfance. Alexander ne put détourner le regard. Quand leurs chemins se sont croisés près du bar, ce fut presque accidentel. Elle essayait d'équilibrer 2 verres de champagne pour les apporter à sa table quand quelqu'un l'a bousculée. Alexander a attrapé son bras avant qu'elle ne tombe, et pendant une seconde, le temps a semblé se figer. Ce n'était pas seulement une attraction physique, bien qu'elle fût belle d'une manière naturelle, qui contrastait avec la beauté fabriquée des femmes que son cercle social approuvait. C'était quelque chose de plus profond. C'était le sentiment que, pour la première fois depuis des années, il regardait quelqu'un de réel. Ils ont discuté. D'abord de la cause du gala, puis de son travail, et ensuite, sans savoir comment, de rêves, de frustration et de la pression de vivre à la hauteur des attentes des autres. Maya a parlé d'enfants qui avaient un potentiel infini, mais aucune opportunité. Alexander a parlé, pour la première fois de sa vie, du sentiment d'être une pièce sur un échiquier joué par son père. Ce n'était pas des conversations pour cet environnement. C'étaient des conversations pour des personnes qui se connectaient vraiment. Quand la nuit s'est terminée, Alexander a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il a agi sur un coup de tête. Il a invité Maya à prendre un café dans un endroit plus calme. Elle a hésité parce qu'elle savait qui il était. Elle savait que cette rencontre ne mènerait nulle part. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une vulnérabilité cachée derrière l'armure de la confiance en entreprise, qui l'a fait dire oui. Le café s'est transformé en une promenade dans les rues vides de Manhattan à 3 heures du matin. La promenade s'est transformée en un baiser inattendu, sous l'auvent d'une librairie fermée. Et le baiser s'est transformé en une nuit qu'aucun des deux n'avait prévue, mais dont ils avaient tous deux désespérément besoin. Une nuit où Alexander n'était pas l'héritier parfait, et Maya n'était pas la coordinatrice responsable. Ils n'étaient que 2 personnes qui avaient trouvé, pour quelques heures, un refuge dans la compagnie de l'autre. Le lendemain matin, la réalité revint avec une force brutale. Alexander se réveilla avec 12 appels manqués de son assistant, 3 réunions urgentes prévues pour la journée, et le souvenir cuisant que sa vie ne permettait aucune impulsion. Maya se réveilla aux côtés d'un homme qui appartenait à un monde totalement différent du sien. Un monde où elle ne serait, au mieux, qu'une note de bas de page gênante. Ils s'habillèrent en silence. Ils échangèrent des regards qui disaient tout ce qu'ils ne pouvaient pas verbaliser. Et quand Alexander sortit, tous deux savaient que cette nuit n'avait été qu'une parenthèse, pas un nouveau chapitre. Il ne lui demanda pas son numéro. Elle ne le lui offrit pas. C'était plus facile ainsi. 6 semaines plus tard, Maya était assise dans la salle de bain de son petit appartement dans le Queens, fixant 3 tests de grossesse positifs alignés sur le rebord de l'évier. Ses mains tremblèrent tellement qu'elle dut s'asseoir sur le sol froid. Enceinte. D'un homme qu'elle n'avait vu qu'une seule fois. D'un homme qui ne se souvenait probablement même pas de son nom. D'un homme dont le monde n'accepterait jamais, au grand jamais, une femme comme elle. Et encore moins un enfant non désiré qui menacerait la ligne de succession soigneusement orchestrée de la famille Hawthorne. Les larmes vinrent lentement, silencieuses, coulant sur son visage sans qu'elle ne fasse le moindre effort pour les essuyer. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, pas exactement. C'étaient les larmes de quelqu'un qui venait de comprendre que sa vie avait changé à jamais, et que les décisions qu'elle prendrait dans les jours à venir définiraient non seulement son propre avenir, mais aussi celui d'un enfant innocent. Elle pensa à le contacter,
Elle prit son téléphone 1000 fois, tapa des messages qu'elle n'envoya jamais, rechercha le contact professionnel de son entreprise. Mais elle s'arrêtait toujours sur la même pensée. Et s'il pensait qu'elle essayait de profiter de la situation? Et s'il lui offrait de l'argent pour qu'elle disparaisse? Et si, pire encore, il décidait qu'il voulait l'enfant, mais pas elle? Maya avait vu des histoires comme celle-ci. Elle avait lu des récits d'hommes puissants arrachant des bébés des bras de mère qu'ils jugeaient inadaptés. Alors elle prit la décision la plus difficile de sa vie. Avancer seule. Les mois de grossesse furent dans des montagnes russes émotionnelles. Maya travailla jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus cacher son ventre. Puis, elle prit congé et s'isola. Ses quelques amis proches savaient, mais elle leur demanda de garder le secret. Elle ne voulait pas de jugement, pas de conseils bien intentionnés sur ce qu'elle devait faire. Elle voulait juste survivre chaque jour, chaque nausée matinale, chaque pointe de peur quant à la façon dont elle élèverait un enfant seul avec son modeste salaire. Et puis, lors de l'échographie des 20 semaines, vint la révélation qui changea tout. Ce sont des sextuplés, dit le médecin, avec un mélange d'étonnement et de préoccupation professionnelle. 5 filles et un garçon. C'est extrêmement rare, mais tous semblent en bonne santé. Maya ne put traiter l'information pendant plusieurs secondes. 6 bébés. 6. Pas un seul, ce qui aurait déjà été suffisamment difficile. 6 enfants qui dépendraient entièrement d'elle. La panique qu'elle avait réussi à contrôler pendant des semaines explosa finalement. Comment nourrirait-elle 6 bébés? Comment paierait-elle les couches, le lait, les vêtements, la crèche? Comment serait-elle une mère célibataire de sextuplés alors qu'elle pouvait à peine payer son loyer? Cette nuit-là, pour la première fois, Maya envisagea sérieusement de tout raconter à Alexander. Non pas parce qu'elle voulait quelque chose de lui, mais parce que l'ampleur de la situation avait dépassé tout ce qu'elle pouvait gérer seule. Mais elle imagina alors sa réaction, la réaction de sa famille, et la peur revint encore plus forte. Des hommes comme Alexander Hawthorne n'avaient pas d'enfants non désirés. Ils avaient des héritiers stratégiques, nés dans des mariages approuvés, éduqués dans les bonnes écoles, façonnés pour prendre la tête d'empire. 6 bébés non désirés avec une coordinatrice d'ONG? Ce serait un scandale, une tache sur la réputation de la famille. Et pire, et s'il ne voulait que le garçon? L'idée surgit comme un cauchemar, mais plus Maya y pensait, plus elle semblait réelle. Des familles comme les Hawthorne valorisaient les héritiers masculins. Elle avait lu des récits de bataille pour la garde d'enfants, où des pères riches ne prenaient que les enfants qu'ils considérèrent précieux. Si Alexander savait qu'il avait un fils, il pourrait le réclamer, laissant Maya avec les 5 filles et aucune ressource pour les élever. Alors, elle fit un pacte silencieux avec elle-même. Elle protégerait ses enfants. Tous. Même si cela signifiait cacher la vérité. L'accouchement fut traumatisant, mais les 6 bébés survécurent tous. 5 petites filles parfaites, Emma, Sophia, Olivia, Isabella et Lily. Et un garçon, tout aussi parfait, que Maya nomma Ethan. Pendant les premiers mois, elle survécut grâce à l'aide d'amis, aux dons de groupes de soutien aux mères célibataires, et à une détermination féroce qu'elle ne se connaissait même pas. Mais à mesure que les enfants grandissaient, la réalité financière devint insoutenable. C'est alors que Maya prit la décision la plus calculée et la plus douloureuse de sa vie. Elle contacterait Alexander, mais elle ne parlerait que d'Ethan. Il lui a fallu 3 semaines pour rassembler son courage et rédiger le message. Elle devait être prudente, précise. Elle ne pouvait pas donner l'impression de demander de l'argent, mais elle ne pouvait pas non plus cacher qu'elle avait un fils de lui. Le message final était simple, presque froid. « Alexander, je suis Maya Torres. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans lors d'un gala de bienfaisance. Je dois vous parler de quelque chose d'important lié à cette nuit-là. Il s'agit de votre fils. » La réponse est venue en 20 minutes. Un numéro de téléphone et 3 mots. « Appelez-moi tout de suite. » La conversation fut tendue, remplie de ses questions et de ses réponses prudentes. Oui, elle était sûre que l'enfant était de lui. Non, elle ne voulait pas d'argent. Oui, elle avait des preuves, s'il voulait faire un test de paternité. Alexander n'hésita pas. Il fixa le test pour la semaine suivante, dans une clinique privée et discrète. Maya emmena Ethan, serrant le petit garçon d'1 an si fort que ses bras en souffraient. Les 5 filles restèrent chez une amie, cachées, protégées. Le résultat confirma ce qu'ils savaient déjà tous les deux. Ethan était le fils d'Alexander Hawthorne. Sa réaction surprit Maya. Il n'y eut ni accusation, ni froideur.
Il y eut quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir dans ses yeux, un véritable émerveillement. Alexander tint le petit garçon avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de précieux et de fragile, et pour la première fois depuis des années, il sourit réellement. « J'ai un fils, » dit-il, presque à lui-même, « un héritier. » Et à ce moment-là, Maya sut qu'elle avait pris la bonne décision en cachant les autres enfants. Car Alexander ne voyait pas Ethan comme un enfant qui avait besoin d'amour et de soins. Il voyait le garçon qu'il avait toujours voulu, le fils qui compléterait l'image parfaite que sa famille exigeait. Il parla d'école privée, de présenter Ethan à la famille, de donner au garçon tout ce qu'il méritait. Mais il ne posa aucune question sur Maya. Il ne demanda pas comment elle avait survécu les 2 dernières années. Il ne demanda pas s'il y avait autre chose qu'elle devait lui dire. Et Maya, le cœur brisé mais résolu, ne dit rien sur les 5 filles qui l'attendaient à la maison. Alexander établit un accord formel. Il reconnaîtrait Ethan comme son fils, mais le garçon vivrait avec Maya jusqu'à l'âge scolaire. Il paierait une pension généreuse, assurerait le meilleur pour le garçon, mais garderait tout discret jusqu'au moment opportun pour présenter l'héritier à la société. Maya accepta les termes, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle en avait besoin. La pension d'Ethan signifiait qu'elle pourrait nourrir et vêtir les 6 enfants. Cela signifiait qu'elles auraient une chance. Mais cela signifiait aussi vivre un mensonge. Car Alexander Hawthorne croyait qu'il avait un fils. Et Maya connaissait la vérité qu'il ne pouvait pas découvrir. Il en avait 6. La vie d'un PDG milliardaire était sur le point de devenir parfaite. Enfin, il avait trouvé son héritier. Enfin, il avait un fils pour porter son nom, son héritage, son empire. Et il ne perdit pas de temps à le montrer au monde. Dans les semaines suivantes, il tint à présenter le garçon à tous ceux qui comptaient. Associés commerciaux, investisseurs, la famille traditionnelle qui le pressait toujours pour un héritier. À chaque réunion, à chaque dîner, à chaque événement social, il était là avec le garçon à ses côtés. « Voici mon fils », disait-il, avec une fierté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Un jour, tout cela sera à lui. Et les gens regardèrent le garçon avec approbation. Ils voyaient que les mêmes yeux, la même prestance, la même présence qui annonçait déjà un leader en devenir. Personne ne remettait en question. Après tout, la ressemblance était indéniable. Le PDG commença à planifier l'avenir. Cours de commerce, formation en leadership, voyage pour découvrir les opérations de l'entreprise à travers le monde. Il avait tellement attendu cela. Et maintenant qu'il avait son héritier, chaque moment était précieux. Les week-ends, il emmenait le garçon jouer au golf dans les clubs les plus exclusifs. Il lui enseignait les investissements pendant qu'il prenait le petit déjeuner dans des hôtels 5 étoiles. Il lui montrait comment diriger une pièce, comment négocier, comment ne jamais montrer de faiblesse. Et le garçon absorbait tout. Intelligent, attentif, exactement le fils qu'il avait toujours imaginé avoir. « Tu seras plus grand que moi un jour », disait-il en posant la main sur l'épaule du garçon. « Tu bâtiras quelque chose que le monde n'a jamais vu. » Le garçon souriait. Et le PDG ressentait quelque chose qu'il expérimentait rarement. Une connexion authentique. Il ne s'agissait pas seulement de l'empire. Il ne s'agissait pas seulement de l'héritage. Il s'agissait d'avoir quelqu'un qui était sien. Quelqu'un qui le regardait non pas comme l'homme le plus puissant de la pièce, mais comme un père. Il s'attachait. Plus qu'il ne l'avait prévu. Plus qu'il n'aurait dû. Et cela rendait tout beaucoup plus dangereux. Car pendant que le PDG construisait son monde parfait avec le garçon, la mère vivait dans 2 univers qui ne pouvaient coexister. D'un côté, il y avait les visites du fils chez le PDG. Les week-ends où il partait vêtu de vêtements chers, montait dans des voitures de luxe, et revenait en parlant d'avions privés et de réunions d'affaires. Elle souriait, faisait semblant que tout allait bien, et gardait la terreur au fond de sa poitrine. De l'autre côté, il y avait les 5 enfants qui restaient à la maison, silencieuses, cachées, interdites d'exister dans son monde. Elle se réveillait chaque matin avec le poids de ce mensonge. Et chaque jour qui passait, le poids devenait plus insupportable. Car garder un secret est facile quand on n'a pas à vivre avec en permanence. Mais quand chaque appel peut tout révéler, quand chaque mot peut détruire votre vie, la peur devient constante. Et il y eut tant de moments où tout a failli s'effondrer. Comme cet après-midi-là où le PDG était avec le garçon dans son bureau, lui montrant les projets futurs de l'entreprise, et que son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran. C'était l'école des autres enfants. Un problème. Mais elle ne pouvait pas répondre là.
Elle ne pouvait pas risquer qu'il entende des voix d'enfants en arrière-plan, des questions sur des frères et sœurs, tout ce qui pourrait révéler la vérité. Elle a raccroché, et elle a senti son cœur s'emballer. « Tout va bien ?» a-t-il demandé, levant les yeux de ses documents. « Oui », a-t-elle menti. « Juste du spam. » Il a accepté. Il est retourné au travail, et elle a respiré à nouveau. Mais ces moments se multipliaient. Chaque semaine, à chaque visite, il y avait plus de fils lâches, plus de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Plus de risques que tout ne soit révélé. Comme lorsque le garçon a mentionné avec désinvolture pendant un dîner. Mes frères et sœurs aiment aussi les pâtes. Le PDG a cessé de manger. Il l'a regardé. Des frères et sœurs ? Le garçon a réalisé son erreur. Il a regardé sa mère, effrayée. Elle a forcé un rire. Il appelle ses cousins des frères et sœurs. Vous savez comment sont les enfants. Le PDG a étudié son visage, pendant une très longue seconde. Mais ensuite, il s'est détendu. Bien sûr. Une grande famille, j'imagine. Elle a hoché la tête, et elle a changé de sujet aussi vite qu'elle a pu. Mais il avait remarqué. Elle l'a vu dans ses yeux. Une petite graine de doute. Et cette graine a commencé à germer. Parce que plus le PDG passait de temps avec le garçon, plus il voulait en savoir sur la vie de la mère, sur sa famille, sur le monde qu'elle protégeait tant. « Quand vais-je rencontrer tes parents ?» a-t-il demandé un jour. « Ils vivent loin » a-t-elle répondu. « Ils ne viennent pas beaucoup en ville. Alors allons leur rendre visite. Je peux prendre mon jet privé. Ce sera rapide. » Ils sont très réservés. Ils n'aiment pas les visites. Il a froncé les sourcils. Trop réservé pour rencontrer le père de leur petit-fils. Elle n'avait pas de réponse. Elle a juste détourné le regard. Et il a remarqué. Chaque fois qu'il posait des questions sur sa vie, elle esquivait. Changeait de sujet. Inventait des excuses. « Pourquoi ne me laisses-tu jamais entrer dans ta vie ?» a-t-il demandé un soir, après avoir déposé le garçon à la maison. Ils étaient dans la voiture, garés devant son immeuble. « Je te montre tout. Mon entreprise, ma famille, mon monde. Mais toi, tu me gardes à la distance. »« Ce n'est pas vrai, » a-t-elle dit, mais sa voix est sortie faible. « Si, ça l'est. » Il s'est tourné pour la regarder. « Je ne sais même pas où tu travailles. Je ne connais pas tes amis. Je n'ai jamais vu l'intérieur de ta maison. C'est comme si tu cachais quelque chose. » Le silence entre eux était épais. Dangereux. « Je ne cache rien, » a-t-elle menti. « Juste, je suis une personne privée. » Privée. Il a répété le mot comme s'il en testait le goût. « Ou tu as peur que je découvre quelque chose ?» Elle a senti la panique monter à sa gorge. « Découvrir quoi ? Je t'ai donné notre fils. Je te laisse passer du temps avec lui. Que veux-tu de plus ? La vérité. » Il a dit simplement. « Je veux savoir qui tu es vraiment. » Elle est sortie de la voiture sans répondre. Elle est entrée dans l'immeuble sans se retourner. Et quand elle est arrivée chez elle, elle a verrouillé la porte et s'est appuyée dessus, tremblante. Les 5 enfants dormaient. L'appartement était silencieux. Mais elle savait que cette tranquillité n'était qu'une illusion. Parce que de l'autre côté de la ville, assis dans la voiture toujours garée devant son immeuble, le PDG prenait une décision. Il avait construit un empire en étant méticuleux, en enquêtant sur chaque investissement, en vérifiant chaque partenaire, en ne faisant jamais aveuglément confiance à personne. Et maintenant, pour la première fois, il a réalisé qu'il avait enfreint sa propre règle. Il avait un fils avec cette femme. Il planifiait un avenir avec le garçon. Mais il ne savait presque rien de la mère. Et plus il y pensait, plus cela semblait étrange. Pourquoi était-elle si évasive ? Pourquoi ne le laissait-elle jamais s'approcher vraiment ? Pourquoi chaque question était-elle répondue par une autre excuse ? Il a pris son téléphone. Il a composé le numéro de son détective privé, le même homme qui vérifiait les antécédents des cadres avant les recrutements importants. Le même qui découvrait les secrets des concurrents. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un », a-t-il dit quand l'appel a été décroché. Bien sûr, non. Il a donné son nom, son adresse. Tout ce qu'il savait, ce qui n'était pas grand-chose. « Je veux tout savoir », a-t-il instruit. Où elle travaille, avec qui elle s'associe, son historique financier, sa famille, tout. Compris. Combien de temps ai-je ? Le PDG a regardé l'immeuble où elle venait d'entrer. Les fenêtres sombres, les secrets qu'il était maintenant sûr qu'elle gardait. Le plus tôt possible, a-t-il dit. C'est la priorité absolue. Il a raccroché. Et pour la première fois depuis des semaines,
ce sentiment de contrôle est revenu. C'était un homme qui résolvait les problèmes. Et s'il y avait un secret, il le découvrirait. Après tout, il n'avait pas construit un empire de plusieurs milliards en acceptant des réponses évasives. En conduisant vers son penthouse, il planifiait déjà. Dans quelques jours, il aurait un dossier complet. Il saurait tout d'elle. Et s'il y avait quelque chose qu'elle cachait, il le découvrirait. Parce que personne ne jouait avec lui. Et surtout pas quand cela impliquait son fils. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le dossier qu'il était sur le point de recevoir ne contiendrait pas seulement un secret. Il en contiendrait 5. Son monde parfait était bâti sur une vérité. Il avait un fils. Mais son monde secret à elle cachait 5 enfants de plus. Et quand ces deux mondes entreraient en collision, rien ne serait plus pareil. L'enquêteur travaillait déjà. Les caméras observèrent déjà. Les registres étaient déjà passés au crible. Et dans quelques jours, le PDG découvrirait que le garçon qu'il aimait, qu'il entraînait pour hériter de son empire, qu'il appelait son fils, n'était pas le seul. Dans les jours qui suivirent, tandis qu'il poursuivait ses routines avec le garçon, réunions matinales, dîners dans des restaurants exclusifs, planification d'avenir, il ignorait que chaque instant était mis en contraste avec une vérité cachée. Que pendant qu'il apprenait au garçon à signer des documents, 4 autres enfants apprenaient à écrire dans un modeste appartement de l'autre côté de la ville. Que tandis qu'il achetait au garçon le meilleur que l'argent put offrir, une sœur jumelle portait les vêtements que leur mère trouvait à prix réduit. Que le fils qu'il croyait être unique était, en réalité, l'un des 6, et que la femme dont il commençait à se méfier gardait le secret qui allait tout changer. L'enquêteur travaillait vite, et bientôt, très bientôt, la vérité éclaterait au grand jour. La seule question était, quand le PDG découvrirait l'existence des 5 autres enfants, que ferait-il? Car il avait dit qu'il voulait un héritier, il avait dit qu'il voulait un fils, spécifiquement, un garçon pour porter son héritage. Mais qu'en était-il des autres enfants? Ceux qu'il n'avait pas choisis? Ceux qui existaient juste parce qu'ils étaient nés ensemble? Les accepterait-il? Ou ferait-il exactement ce qu'il avait toujours dit qu'il ferait? Ne prendrait que le garçon et laisserait les autres derrière? La mère connaissait la réponse. C'est pourquoi elle cachait. C'est pourquoi elle mentait. C'est pourquoi elle maintenait 2 mondes séparés. Car s'il découvrait, elle perdrait tout. Et tandis qu'elle couchait les enfants ce soir-là, embrassant chaque front, murmurant que tout allait bien, elle ignorait que le temps était compté. Que l'homme le plus puissant qu'elle connaissait venait d'engager le meilleur enquêteur du pays. Et que bientôt, tous ses secrets seraient révélés. La tempête se préparait. Et quand elle arriverait, rien ne tiendrait debout. Son monde parfait était bâti sur une vérité. Son monde secret en cachait 5 de plus. Et la collision entre ces 2 mondes était plus proche que quiconque ne l'imaginait. Et ainsi commença l'enquête. Le PDG n'était pas homme à accepter les demi-vérités. Il n'était pas arrivé là où il était en ne se fiant qu'aux paroles. Il avait besoin de preuves. Il avait besoin de faits. Et s'il y avait une chose qu'il savait bien faire, c'était de découvrir la vérité. Le lendemain matin, il engagea le meilleur détective privé de la ville. Un homme discret, efficace, avec des années d'expérience dans les affaires délicates. Pas d'agence connue, pas de traces. Ce travail devait être invisible. « Je veux tout savoir sur elle », dit-il, faisant glisser un dossier sur la table. Où elle vit, avec qui elle vit, sa routine, l'école de son fils, tout. Et surtout. Il marqua une pause, les yeux fixes. « Je veux savoir s'il y a quelque chose d'autre qu'elle ne m'a pas dit. » L'enquêteur acquiesça, professionnel comme toujours. « Combien de temps ai-je? 2 semaines. Non, 1. J'ai besoin des réponses maintenant. » Et ainsi, tandis qu'elle poursuivait sa vie normale, sans savoir qu'elle était observée, les fils de la vérité commencèrent à se dénouer. Les premiers jours apportèrent des informations de base. Adresse confirmée. Un modeste appartement dans un quartier de classe moyenne. Rien de luxueux, mais décent. Elle travaillait à mi-temps comme graphiste, principalement depuis chez elle. Le garçon, son fils, était inscrit dans une école privée à proximité. Tout semblait normal. Trop simple en réalité. Mais alors vinrent les détails étranges. Elle fait des courses pour une grande famille, rapporta l'enquêteur lors de la première réunion. Des caddies pleins, des couches, des vêtements pour enfants de différentes tailles, de la nourriture suffisante pour nourrir une petite armée. Le PDG fronça les sourcils. Peut-être qu'elle aide quelqu'un. Une sœur, sa mère. J'ai vérifié. Ses parents vivent dans une autre ville. Elle n'a pas de frère ni sœur.
Elle vit seule dans l'appartement. Seule, avec un fils de 5 ans. Alors pourquoi tant de courses? La deuxième piste vint des dossiers scolaires. L'enquêteur réussit, grâce à ses contacts, à obtenir un accès discret aux archives de l'école. Le garçon était enregistré comme enfant unique. Rien d'anormal là. Mais il y avait une note dans le système. La mère a autorisé un contact d'urgence supplémentaire pour 5 autres enfants de la même famille. 5 autres enfants. Le PDG lut et relut cette ligne. Quels autres enfants? Je suis encore en train d'enquêter, mais il y a plus. L'enquêteur fit glisser une impression sur la table. J'ai trouvé des mentions dans des groupes de mères de la région. Elles participent à des forums en ligne sur l'éducation de multiples. Multiples. Le mot résonna dans l'esprit du PDG comme une sonnette d'alarme. Non, cela ne pouvait pas être. Continuez d'enquêter. Je veux des photos. Je veux des preuves concrètes. Dans les jours suivants, les pièces commencèrent à s'assembler de manière troublante. Une voisine mentionna, lors d'une conversation décontractée interceptée par l'enquêteur, que cette dame du 304 a une troupe d'enfants, mais elle ne sort qu'avec le garçon le plus âgé. Un livreur de supermarché commenta: je demande toujours de l'aide pour monter les courses. Ce sont 6 gâteaux chaque mois. 6. Elle a dit que tous fêtaient leur anniversaire la même semaine. 6. Le nombre commença à apparaître partout. 6 chaises sur le petit balcon quand l'enquêteur obtint une photo de l'appartement. 6 sacs à dos accrochés à un crochet près de la porte. 6. Et alors, la bombe éclata. L'enquêteur appela un jeudi soir, la voix contenue mais urgente. Il faut que vous voyiez ça en personne, maintenant. 20 minutes plus tard, le PDG était au bureau de l'enquêteur, le cœur battant à tout rompre sans comprendre pourquoi. J'ai obtenu ceci aujourd'hui. L'enquêteur ouvrit l'ordinateur portable et tourna l'écran. C'était une photo. Une simple photo postée dans un groupe fermé de mères de multiples, où elle partageait conseils et expériences. Et sur cette photo, elle souriait, entourée de 6 enfants. 6. 5 filles identiques, comme des miroirs l'une de l'autre, avec les mêmes boucles brunes, les mêmes yeux expressifs. Et un garçon. Le garçon. Le fils qu'il connaissait. Le PDG sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Attendez » murmura-t-il, la voix étranglée. « Attendez. 6 ? Comment ? Comment est-ce possible 6 enfants ?» L'enquêteur, toujours pragmatique, avait déjà la réponse. « J'ai fait une vérification complète. Dossier hospitalier, certificat de naissance. Les 6 enfants sont nés à la même date. Même hôpital. Même accouchement. » Il fit une pause, laissant l'information s'ancrer. « Ce fut un accouchement de sextuplé, monsieur. 5 filles et un garçon. Nés exactement 9 mois après la date que vous m'avez indiquée. La date de cette nuit-là. » Le monde s'arrêta. Complètement. Le PDG fixa la photo, incapable de traiter ce qu'il voyait. Son cerveau refusait d'accepter. 6 enfants. 6. De la même gestation, du même père. De lui. 5 filles. Un garçon. 6 enfants. Il avait eu 6 enfants cette nuit-là. Et elle en avait caché 5. La pièce commença à tourner. Il s'appuya sur la table, respirant avec difficulté, sentant sa poitrine se serrer comme si quelqu'un appuyait fort. « Monsieur ?» La voix de l'enquêteur sonna lointaine. « Vous allez bien ?» Il n'allait pas bien. Comment le pourrait-il? Elle avait menti, omis, caché 5 enfants de lui, 5 filles. Ces filles, des enfants qu'il n'avait jamais connus, jamais tenus dans ses bras, jamais même su qu'ils existaient. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Le choc initial commença à céder la place à une autre émotion. Plus sombre, plus intense. La colère. Elle savait, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'enquêteur. Elle savait qu'ils étaient aux 6. Elle le savait depuis le début, et elle ne m'a parlé que d'un seul. D'un seul. Sa voix commença à monter, le contrôle se défaisant. Elle est venue me voir en me demandant de reconnaître un enfant. Un. Comme si les 5 autres n'existaient pas. Comme si je n'avais pas le droit de savoir. Il frappa la table de sa main, la colère débordant. 5 ans, 5 ans à me cacher mes filles. Pendant que je pensais n'avoir qu'un seul fils, elle élevait 5 autres seuls, comme si je n'existais pas, comme s'ils n'étaient pas les miens aussi. L'enquêteur resta silencieux, professionnel, laissant son client digérer l'information. Mais le PDG ne pouvait s'arrêter. Quel genre de personne fait ça? Quel genre de mère cache ses enfants à leur propre père? J'avais le droit de savoir. Le droit d'être présent, de les connaître, de les élever,
de faire partie de leur vie. Chaque mot portait plus d'intensité, la trahison brûlant comme de l'acide. Il regarda à nouveau la photo. Les 5 filles, si petites, si semblables, souriant innocemment à l'appareil. Elles n'étaient pas fautives. Elles ne savaient pas qu'elles avaient un père qui n'avait jamais su qu'elles existaient. Et le garçon, ce petit garçon qu'ils commençaient à connaître, à créer un lien, à imaginer un avenir ensemble. Tout était un mensonge. Pas tout. Le garçon était réel. Mais l'histoire, le récit qu'elle avait créé, était une farce. Une version éditée de la vérité, soigneusement construite pour ne montrer que ce qu'elle voulait qu'il voie. « Pourquoi lui seul ?» murmura le PDG, la voix brisée. « Pourquoi ne me parler que du garçon ? Les filles n'étaient-elles pas assez importantes ? Ne méritaient-elles pas d'avoir un père ?» Il sentit des larmes de rage brûler ses yeux, mais les retint. Ce n'était pas le moment de la faiblesse, c'était le moment d'agir. « Elle va m'expliquer, » dit-il, la voix froide maintenant, décidée. Elle va me regarder dans les yeux et me dire pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a menti, pourquoi elle m'a caché mes filles. L'enquêteur hocha la tête. « Que voulez-vous que je fasse ?»« Rien de plus, vous avez fait votre travail. » Il prit la mallette contenant toutes les preuves, toutes les photos, tous les documents. « Maintenant, c'est à moi de jouer. » Il quitta le bureau de l'enquêteur d'un pas ferme, la mâchoire serrée, tout son corps tendu par un mélange explosif de rage, de trahison et de détermination. Dans la voiture, roulant dans les rues de la ville en direction de son appartement, son esprit ne s'arrêtait pas. 5 ans. Elle avait eu 5 ans pour dire la vérité. 5 ans pour faire ce qui était juste. Et elle avait choisi de mentir. Il imagina les filles. Il imagina comment elles seraient, si elles lui ressemblaient aussi, comme le garçon. Si elles avaient ses expressions, ses gestes, son intelligence. 5 petites vies qui auraient dû avoir un père, et qui ne l'ont pas eu parce qu'elle avait décidé qu'il ne méritait pas de savoir. La colère monta de nouveau, plus forte. Comment a-t-elle osé ? Comment a-t-elle osé lui ôter le droit d'être le père de tous ses enfants ? Le feu passa au rouge, mais il ne le remarqua presque pas, freinant brusquement à la dernière seconde. Respirer, contrôler, mais il ne voulait pas de contrôle. Il voulait des réponses. Il voulait la vérité. Il voulait la regarder dans les yeux et entendre une explication qui ait un sens, même s'il savait qu'aucune explication ne serait suffisante. Rien ne justifiait de cacher 5 enfants à leur propre père. Rien. Il prit son portable, composa son numéro. Ça sonna 1 fois, 2 fois. Allô ? Sa voix, calme, insouciante. « Je viens chez toi, » dit-il, sans détour. « Maintenant, nous devons parler. » Il y eut une pause. « De quoi ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à... »« De la vérité ?» l'interrompit-il, la voix coupante. « De tout ce que tu ne m'as pas dit. Je serai là dans 10 minutes, et je te suggère d'être prête à expliquer beaucoup de choses. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Ses mains serrèrent le volant avec une telle force que ses jointures blanchirent. 10 minutes. Dans 10 minutes, il serait face à face avec la femme qui avait changé sa vie 2 fois. D'abord, en lui donnant un fils. Ensuite, en lui cachant les 5 autres. Et cette fois, elle n'échapperait pas sans donner toutes les réponses. Toutes. La voiture a accéléré sur l'avenue, fendant le trafic nocturne, tandis que le PDG répétait mentalement tout ce qu'il dirait, tout ce qu'il demanderait, tout ce qu'il exigerait. La vérité était sur le point d'éclater, complète, crue, inévitable. Et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. La voiture s'est arrêtée brusquement devant le modeste immeuble. Il est descendu avant même que le chauffeur n'ouvre la porte, d'un pas ferme, la mâchoire serrée. La colère pulsait à chaque battement de son cœur. Elle a ouvert la porte en tremblant. Elle l'a vu là, debout, avec cette expression qu'elle connaissait si bien. Ce regard de celui qui était habitué à tout contrôler. Mais maintenant, il était hors de contrôle. Comment as-tu pu ? Les mots sont sortis bas, dangereux. Comment as-tu pu me cacher ça ? Elle a reculé. 5 ans. Il est entré sans demander la permission. 5 ans que tu me caches que j'ai des enfants. 5 enfants. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sa voix a résonné dans la petite pièce. Tu m'as volé 5 ans de leur vie. Tu m'as volé la chance de... C'est là qu'il les a vus. 6 enfants. Tous arrêtés à l'entrée du salon. 6 pères d'yeux écarquillés le regardant.
6. Attends. Il a figé. Il a compté à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a fermé les yeux. Combien? Sa voix s'est brisée. Combien d'enfants j'ai? 6. Le mot est sorti comme un murmure. Tu as 6 enfants. Son monde a cessé de tourner. Il était venu là cherchant 5. 5 était déjà impossible à digérer. Mais 6? 6? Tu m'as caché 6 enfants? Il a chancelé, s'appuyant contre le mur. 6 de mes enfants vivent ici, dans cette... Il a regardé autour de lui, voyant les murs fissurés, les vieux meubles, l'espace exigu. Dans cet endroit, j'ai fait de mon mieux. Elle a enfin explosé, les larmes coulant. Tu penses que c'était facile? Tu penses que je voulais élever 6 enfants seuls? Alors pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne... Parce que j'avais peur. Les mots sont sortis en un cri. J'avais peur de ce que tu ferais, de ce que je ferais. Je suis leur père. Exactement. Elle tremblait maintenant. Tu es un PDG, un homme puissant, riche, influent. Et moi, je ne suis personne. Une serveuse que tu as rencontrée une nuit et oubliée le lendemain. Il a ouvert la bouche pour protester, mais elle a continué. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai essayé de te trouver. Tu le sais, je suis allé à ton entreprise. La réceptionniste m'a regardé de haut en bas et m'a traité comme une moins que rien. Elle a dit que des femmes comme moi apparaissaient toutes les semaines en disant être enceinte de toi, que je devais avoir honte. Sa voix s'est brisée. Je suis parti avec tellement d'humiliation que j'ai juré de ne jamais revenir. Et puis, quand les bébés sont nés et que j'ai vu qu'ils étaient 6, elle a sangloté. 6 bébés prématurés, minuscules, luttant pour survivre. J'ai pensé que j'allais tous les perdre. Il est resté silencieux, assimilant l'information. J'ai passé 3 mois à l'hôpital. 3 mois à voir mes enfants dans des couveuses, priant pour qu'ils vivent. Et quand nous avons enfin pu rentrer à la maison, j'avais 6 bébés et aucune aide. Pas de famille, pas d'argent. Tu aurais pu... Quoi? Revenir vers toi? Apparaître avec 6 bébés et t'attendre à ce que tu me crois? Que tu ne penses pas que c'était une arnaque? Que tu n'essaies pas de me les enlever? Elle a essuyé ses larmes avec colère. Parce que c'était ce que je craignais le plus. Que tu apparaisses avec tes avocats et ton argent et que tu me prennes mes enfants. Que tu décides qu'ils méritaient mieux qu'une mère pauvre vivant dans un petit appartement. Que tu me juges inapte et que tu les emmènes. Je ne ferai jamais ça. Comment aurais-je pu savoir? Elle l'a regardé, les yeux rouges. Je ne te connaissais pas. Une nuit. Ce n'était qu'une nuit. Et de cette nuit sont nées 6 vies qui dépendaient entièrement de moi. Il n'avait pas de réponse. Alors, j'ai fait un choix. Sa voix est devenue plus ferme. J'ai choisi de leur donner ce que je pouvais. L'amour, la stabilité, une vie simple mais heureuse. Sans avocat, sans bataille pour la garde, sans être déchiré entre 2 mondes. Mais le garçon est tombé malade, de nouvelles larmes. Et je n'avais aucun moyen de le sauver. J'avais besoin d'argent que je n'avais pas. J'avais besoin de toi. Alors j'ai brisé ma propre règle. Je suis venu te demander de l'aide. Elle a regardé ses enfants, puis de nouveau lui. Et tu es venu. Tu l'as sauvé. Tu lui as donné la chance de vivre. Pour cela, je te serai éternellement reconnaissante. Mais je ne pouvais pas te donner les 5 autres. Je ne pouvais pas risquer que tu me les enlèves. Le silence a pesé entre eux. Il a regardé les enfants à nouveau. 6. Tous le regardant avec curiosité, peur, espoir. Une petite fille a fait un pas en avant. Elle avait des cheveux bouclés et des yeux exactement comme les siens. « Tu es notre papa ?» La petite voix était timide. Quelque chose en lui s'est brisé. « Il a dégluti. « Oui, je le suis. Maman a dit que tu étais important. Que tu avais un travail très important. Un travail important. Il avait passé 5 ans à construire des empires, à conclure des affaires, à accumuler de la fortune. Et pendant tout ce temps, ses 6 enfants étaient là, vivants, grandissant, sans lui. Un garçon plus âgé s'est approché. « Tu vas vivre avec nous maintenant ?» Il a regardé la mère, puis de nouveau le garçon. « Je ne sais pas. » Un autre garçon, plus petit, a commencé à pleurer. « Tu vas nous emmener loin de maman ?»« Non !» La réponse est sortie instinctive, urgente. « Non, je ne vais pas !» Mais n'allait-il vraiment pas? Il y a quelques minutes, il était prêt à poursuivre, à se battre pour la garde,
a utilisé tout son pouvoir et son influence. Il a regardé autour de lui. L'appartement était petit, oui. Simple, oui. Mais il était propre. Organisé. Les enfants étaient vêtus de vêtements rapiécés mais propres. Il y avait des dessins sur le réfrigérateur, des jouets éparpillés, des livres sur des étagères improvisées. L'amour. Il y avait de l'amour dans chaque recoin de cet endroit. L'une des petites filles s'approcha de lui, tenant un ours en peluche usé. « Tu veux voir mon dessin ?» Il s'agenouilla, se mettant à sa hauteur. « Oui. » Elle courut jusqu'à un dossier et revint avec un papier. C'était un dessin de famille. Une femme au centre, 6 enfants autour. Et dans un coin, une silhouette d'homme, dessinée au crayon plus clair. « C'est vous. » Elle désigna la silhouette. « Maman a dit que vous travailliez, mais qu'un jour vous reviendriez. » Il ne put parler. Sa gorge était serrée. Un autre enfant s'approcha, puis un autre, jusqu'à ce qu'ils soient tous les 6 autour de lui, parlant en même temps, montrant des choses, touchant ses vêtements coûteux, sa montre, son visage. « Vous avez les yeux comme nous. Vous êtes très grand. Vous restez dîner. Vous nous lisez une histoire ? À lui. » Elles étaient toutes à lui. Il avait perdu 5 ans. 5 ans de premiers mots, de premiers pas, de premiers rires. 5 ans de nuits blanches, de dessins, d'histoires avant de dormir. 5 ans de vie se déroulant sans lui. Et à qui la faute? Il regarda la femme. Elle était appuyée contre le mur, épuisée, vulnérable, l'observant avec les enfants. Ayant encore peur. Peur de ce qu'il ferait. Et il comprit. Elle ne lui avait pas caché les enfants par méchanceté, par vengeance, par cupidité. Elle les avait cachés par peur. Peur légitime de perdre les seules choses qu'elle avait au monde. Peur d'un homme puissant qui pourrait détruire sa vie d'un coup de téléphone. Elle les avait élevés seuls pendant 5 ans. 6 bébés. Seuls. Sans aide, sans argent, sans famille. Et ils allaient. Bien. Heureux eux-mêmes. Sains, éduqués, aimés. Elle avait fait cela. Seule. La colère qui le rongeait quelques minutes auparavant se transformait en quelque chose de différent. Quelque chose de plus complexe. Admiration, respect, regret. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il finalement d'une voix rauque. Elle cligna des yeux, surprise. « Vous voulez savoir ?»« Je veux tout savoir. » Elle s'approcha lentement, désigna chaque enfant. « Sophia, elle aime dessiner. Miguel, il adore les livres. Lucas, c'est celui que vous connaissez déjà. Julia est la plus calme, mais elle observe tout. Pedro est le clown de la famille. Et Anna. » Elle sourit avec tristesse. Anna demande après vous chaque soir avant de dormir. Anna, la petite fille à l'ours en peluche. Il les regarda toutes. 6 enfants, 6 vies, 6 futurs, 6 parties de lui dont il ignorait même l'existence. J'ai perdu tellement de temps. Les mots sortiraient brisés. Je sais, murmura-t-elle. Je suis désolée. J'avais tort. J'aurais dû trouver un moyen. J'aurais dû essayer plus fort. Mais j'avais tellement peur. Je comprends. Et il comprenait. Il comprenait enfin. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Les enfants étaient silencieux maintenant, sentant le changement dans l'air. Mais nous ne pouvons pas laisser plus de temps être perdus. Il se leva. Ce sont mes enfants. Nos enfants. Et ils méritent d'avoir les 2. Pas seulement un. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que... Il passa la main dans ses cheveux. Je ne sais pas, je suis encore en train de tout digérer. Mais je sais que je ne partirai pas. Je ne disparaîtrai plus. Et je ne les enlèverai pas. Elle laissa échapper un sanglot de soulagement. Mais nous devons trouver comment faire fonctionner tout cela. Comment être une famille, même si elle n'est pas traditionnelle. Comment leur donner ce qu'ils méritent, les 2 présents dans leur vie. Sophia tira sur sa manche. Vous restez dîner alors? Il regarda la mère. Elle hocha la tête, incertaine. Oui. Il s'agenouilla à nouveau, ouvrant les bras. Je reste. Et quand les 6 enfants se jetèrent dans ses bras, l'étreignant fort, avec confiance, avec cet amour instantané et inconditionnel que seuls les enfants savent donner, il sentit. Il sentit le poids des 5 années perdues. Il sentit la responsabilité des années futures. Il sentit l'amour impossible et gigantesque qui naquit là, à cet instant, pour 6 petites vies qui étaient à la moitié de lui.
Il ne savait pas ce que l'avenir réservait. Il ne savait pas s'il réussirait à pardonner complètement, si elle réussirait à lui faire confiance, s'il réussirait à construire quelque chose ensemble. Mais il savait une chose. Ses 6 enfants méritaient tout, et il allait tout leur donner, même si cela signifiait pardonner l'impardonnable, même si cela signifiait reconstruire à partir de zéro, même si cela signifiait changer complètement la vie qu'il avait prévue. Car maintenant, pour la première fois en 5 ans, il avait quelque chose de plus grand que les affaires et les fortunes. Il avait une famille. La vérité avait tout fait exploser. Maintenant venait le choix, destruction ou rédemption. Des jours passèrent après cette confrontation explosive, des jours qui se transformèrent en semaines. Et pendant tout ce temps, Alexander Chen ne put penser à rien d'autre qu'à ces mots que Sophia lui avait criés. « Vous voulez contrôler mes enfants comme vous contrôlez vos affaires, mais ça ne marche pas comme ça. » Il était assis dans son bureau au dernier étage, regardant par la fenêtre panoramique la ville qui lui avait toujours semblé sienne à conquérir. Mais maintenant, pour la première fois de sa vie, Alexander se sentait petit, impuissant, perdu. Ses avocats avaient préparé toute la documentation pour la bataille juridique. Contrats, tests de paternité certifiés, arguments légaux impeccables. Ils garantissaient qu'il gagnerait la garde du garçon, que la loi était de son côté. Mais chaque fois qu'Alexander regardait ces documents, il voyait le visage d'Ethan. Il voyait la peur dans les yeux du garçon quand il était apparu à la maison. Il voyait comment Ethan avait couru derrière sa mère, cherchant protection. Protection de lui. « Monsieur Chen ?» La voix de son assistante le ramena au présent. « Les avocats attendent votre décision concernant la prochaine phase du processus. » Alexander resta silencieux un long moment. Puis, à la surprise de tous les présents, il déclara « Annulez tout. »« Pardon, monsieur. Le procès. Annulé. Je ne me battrai pas pour la garde. » Il prit une profonde inspiration. « Je vais tenter une approche différente. » Car là, dans ce moment de clarté solitaire, Alexander comprit enfin quelque chose de fondamental. Il ne pouvait pas contrôler cela. Il ne pouvait pas forcer l'existence d'une famille par des ordonnances judiciaires et son pouvoir financier. Il avait bâti un empire en contrôlant chaque variable, en anticipant chaque mouvement. Mais les enfants n'étaient pas des affaires. L'amour n'était pas un contrat. Et alors, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il demanda de l'aide. La thérapeute familiale qu'il consulta fut directe avec lui. « Monsieur Chen, vous ne pouvez pas acheter l'amour de ces enfants. Vous ne pouvez pas leur ordonner de vous faire confiance. Vous devrez le gagner. Et ce sera le travail le plus difficile de votre vie. » Alexander hocha la tête, ressentant une humilité totalement nouvelle pour lui. Par où commencer? Commencer petit, commencer par l'honnêteté, et commencer par laisser Sophia établir les règles, car c'est à elle qu'ils font confiance. C'est ainsi que, 3 semaines après la confrontation, Alexander se retrouva à sonner à nouveau à la porte de Sophia. Mais cette fois, il n'était pas accompagné d'avocat. Il n'avait pas d'équipe de sécurité derrière lui. Il ne portait pas de menace légale. Il était seul, les mains vides, et profondément effrayé. Sophia ouvrit la porte et le regarda un long moment. Elle pouvait voir le changement en lui. La façon dont ses épaules étaient moins rigides. L'absence de cette arrogance qui l'accompagnait toujours. « Je ne suis pas venu pour me battre, » dit-il doucement. « Je suis venu pour m'excuser. Et pour vous demander si vous me donneriez une chance de rencontrer nos enfants. Tous. De la bonne manière cette fois. » Sophia croisa les bras, toujours méfiante. « Qu'est-ce qui a changé, Alexander ?» Il prit une profonde inspiration. « J'ai changé, ou du moins, j'essaie. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie entière à croire que le contrôle était le pouvoir. Mais avec la famille, le contrôle est l'opposé de l'amour. » Il la regarda dans les yeux. « Vous aviez raison, surtout. Et je suis désolé. » Ce ne fut pas immédiat. Sophia ne le laissa pas entrer ce jour-là, mais elle dit qu'elle y réfléchirait, qu'elle en parlerait aux enfants, que peut-être, juste peut-être, il pourrait tenter quelque chose de différent. Et c'est ainsi que commença le voyage le plus difficile qu'Alexander Chen n'ait jamais affronté. La première rencontre eut lieu dans un parc public. Terrain neutre, comme Sophia l'avait insisté. Les 6 enfants étaient là, le regardant avec un mélange de curiosité et de méfiance. Alexander n'essaya pas de les impressionner. Il ne parla pas de sa richesse, de ses affaires, de son importance. Au lieu de cela, il s'assit par terre avec eux et dit simplement « Je m'appelle Alexander,
et je suis votre père biologique. Je sais que c'est étrange et effrayant, et je comprends si vous ne voulez pas me connaître. Mais j'adorerais avoir la chance de connaître chacun d'entre vous. » Ce fut Mia, la plus jeune des filles, qui rompit le silence la première. « Vous êtes vraiment riche ?» Alexander sourit légèrement. « Oui, je le suis. »« Alors pourquoi n'êtes-vous pas apparu avant ?» Ce fut Lily, l'aînée, avec ses yeux vifs et protecteurs. « Si vous êtes si puissant, pourquoi cela a-t-il pris 6 ans ?» C'était la question qu'il redoutait, mais aussi celle à laquelle il devait répondre avec honnêteté. « Parce que je ne savais pas. Et quand je l'ai découvert, j'ai réagi de la mauvaise manière. J'ai essayé de contrôler la situation au lieu de la comprendre, et je suis désolé pour ça. » Ethan, le garçon qui l'avait tant poursuivi, resta silencieux, partiellement caché derrière Sophia. Alexander veilla à ne pas le regarder directement, à ne le presser d'aucune manière. Les rencontres qui suivirent furent petites et prudentes. Alexander venait une fois par semaine, toujours à l'heure convenue, toujours en respectant les limites établies par Sophia. Il n'essayait pas de compenser les années perdues avec des cadeaux coûteux. Au lieu de cela, il apportait des livres, des jeux simples, sa présence. Et lentement, très lentement, les enfants commencèrent à lui faire de la place. Lily fut la première à vraiment lui parler. Elle avait hérité de son esprit vif pour les affaires et fut fascinée quand il lui expliqua le fonctionnement du marché boursier. « Donc, en gros, vous pariez sur l'avenir des entreprises ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. « Plus ou moins ça », répondit Alexander, impressionné par la rapidité avec laquelle elle saisissait des concepts complexes. « Intéressant. Mais ça ressemble à un jeu pour les gens qui ont déjà de l'argent à perdre. » Alexander rit, sincèrement. « Vous venez de résumer parfaitement l'une des plus grandes critiques du capitalisme. » Avec Emma, la connexion se fit par l'art. Elle était la plus silencieuse des enfants, toujours à dessiner dans son carnet. Un jour, Alexander s'assit à côté d'elle et lui demanda ce qu'elle dessinait. « Ce sont des châteaux », expliqua-t-elle timidement. « Des châteaux où les familles vivent ensemble. »« Ils sont magnifiques, » dit-il avec sincérité. « Tu as beaucoup de talent. » Emma le regarda, évaluant s'il était sincère. Puis, lentement, elle détacha le dessin de son carnet et le lui tendit. « Vous pouvez le garder. » Alexander sentit un nœud dans la gorge. « Je le garderai comme un trésor. » Noah, le petit scientifique, testa Alexander avec des questions impossibles sur la physique, la chimie, la biologie. Quand Alexander admit qu'il ne savait pas toutes les réponses, Noah fut surpris. « Mais vous n'êtes pas, genre, un génie des affaires ? Être bon en affaires ne signifie pas tout savoir, » expliqua Alexander. « Mais cela signifie savoir où trouver les réponses. Tu veux aller à la bibliothèque avec moi samedi ? Nous pourrons faire des recherches ensemble. » Les yeux de Noah s'illuminèrent. Ce fut son premier oui enthousiaste. Mia a conquis Alexander complètement lorsque, un après-midi au parc, elle est simplement montée sur ses genoux et a déclaré « Tu as des genoux confortables. » Il n'y avait pas d'arrière-pensée, aucun jugement, juste une acceptation enfantine et pure. Alexander, qui n'avait jamais tenu un enfant sur ses genoux auparavant, est resté complètement immobile, craignant de briser l'instant. Sophia, observant de loin, sentit quelque chose s'adoucir dans sa poitrine. Sophie, l'observatrice silencieuse, a pris plus de temps. Elle regardait comment Alexander interagissait avec ses frères et sœurs, comment il respectait les limites de leur mère, comment il était constamment présent semaine après semaine. Un jour, alors qu'ils marchèrent dans le parc, elle a simplement glissé sa petite main dans la sienne. Alexander a baissé les yeux, surpris. Sophie n'a rien dit, a juste continué à marcher, tenant sa main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ce fut l'un des moments les plus significatifs de sa vie. Et Ethan, le garçon qui avait été le centre de toute la tempête, gardait toujours ses distances. Alexander ne le forçait pas, n'essayait pas de créer une connexion. Il était simplement présent, constamment, prouvant par ses actions qu'il n'allait pas disparaître. Jusqu'à un jour, lors d'un match de football au parc, le ballon a roulé jusqu'au pied d'Ethan. Il a regardé Alexander, hésitant. « Tu me la passes ?» a demandé Alexander doucement. Ethan a réfléchi un instant. Puis, lentement, il a tiré dans le ballon. Alexander la lui a rendue. Et c'est ainsi que commença un simple jeu de père et fils dont aucun des deux ne savait qu'ils avaient tant besoin. Les mois ont passé.
Alexander est devenu une présence constante dans la vie des enfants. Non pas comme un intrus essayant de contrôler, mais comme quelqu'un cherchant sincèrement à construire des ponts. Il y a eu des moments difficiles, des fois où les enfants l'ont mis à l'épreuve, repoussant les limites pour voir s'il resterait vraiment. Des moments où Sofia a dû intervenir, établir des règles, lui rappeler qu'il était un invité dans cette famille, pas le commandant. Et à chaque fois, Alexander a ravalé sa fierté. Il a accepté les corrections. Il a appris. « Tu as changé », lui dit Sofia un soir, après que les enfants soient allés dormir. Ils étaient assis sur son porche, gardant une distance respectueuse. « J'ai dû changer », admit Alexander. « Cette version de moi qui est apparue ici il y a des mois, exigeant, contrôlant, pensant que l'argent résolvait tout. Ce type n'aurait jamais réussi ça. » Il fit un geste vers la maison où dormaient 6 enfants. « Je les aurais perdus avant même de les connaître vraiment. » Sofia acquiesça lentement. « Tu sais, j'ai passé tellement de temps en colère contre toi. En colère parce que tu m'as laissé à cet hôtel. En colère parce que tu es apparu et as menacé tout ce que j'avais construit. Mais maintenant... » Elle marqua une pause. « Maintenant, je vois un homme qui essaie sincèrement d'être meilleur. Et ça compte. » « Je ne pourrai jamais compenser les années que j'ai perdues, » dit Alexander doucement. « Mais je veux être présent pour toutes les années à venir, si tu me laisses faire. » Il y eut un moment de silence. Puis, Sofia dit quelque chose qui changea tout. « Je pense qu'il est temps que les enfants connaissent toute la vérité. À propos de cette nuit-là. Comment elles ont été conçues. Pourquoi nous étions seuls si longtemps. » Alexander sentit la peur lui serrer la poitrine. « Et si elles me détestent quand elles sauront? Alors tu devras gagner leur pardon, de la même manière que tu le fais maintenant. » Sofia le regarda. « Mais elles méritent la vérité, et nous leur devons ça. » La conversation avec les enfants eut lieu un dimanche après-midi. Sofia les réunit tous dans le salon, Alexander étant assis inconfortablement sur le canapé. « Les enfants, » commença Sofia gentiment, « il y a une histoire que vous devez entendre sur la façon dont vous êtes venus au monde. » Et alors, ensemble, Alexander et Sofia racontèrent l'histoire. Une nuit dans un hôtel. Une connexion inattendue. Son départ avant l'aube. Sa découverte des semaines plus tard. Son choix d'élever les enfants seuls. Les enfants écoutèrent en silence, assimilant l'information. « Alors tu as abandonné notre mère ?» demanda Lily, la voix perçante. « J'ai quitté cet hôtel sans savoir que votre mère était enceinte, » corrigea Alexander doucement. « Mais oui, j'aurais dû laisser un moyen de contact. J'aurais dû être plus responsable. Et c'est quelque chose que je devrais porter pour toujours. » Et maman? Noah se tourna vers Sofia. « Tu savais qu'on était 6, avant de naître ?» Sofia secoua la tête. « Non, ce fut une surprise pour moi aussi. Mais ce fut la plus belle surprise de ma vie. »« Et maintenant ?» demanda Sophie, d'une petite voix. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Alexander et Sofia se regardèrent. Puis Alexander dit « Maintenant, si vous le voulez, j'adorerais continuer à faire partie de vos vies. Non pas comme quelqu'un essayant de remplacer quoi que ce soit ou de contrôler quoi que ce soit, mais comme votre père, un père imparfait, apprenant chaque jour, mais qui vous aime plus que n'importe quelle affaire ou réussite qu'il ait jamais eue. » Emma leva timidement la main. « On peut t'appeler papa ?» Alexander sentit les larmes brûler ses yeux. « J'adorerais ça. » « Même si tu as été un peu idiot au début ?» demanda Mia, faisant rire toute la pièce à travers les larmes. « Surtout parce que j'ai été un idiot au début » acquiesça Alexander, riant et pleurant à la fois. « Parce que ça signifie que vous me donnez une seconde chance, et je ne la gâcherai pas. » Ethan, qui était resté silencieux pendant toute la conversation, parla enfin. « Tu vas rester cette fois? Ou tu vas partir à nouveau ?» C'était la question la plus importante. Celle qui transperçait toutes les autres. Alexander s'agenouilla devant Ethan, le regardant droit dans les yeux. « Je te promets, à vous tous, que je ne vais nulle part. Je serai là, semaine après semaine, année après année. Je serai présent aux fêtes d'anniversaire, aux spectacles scolaires, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que vous êtes ce qu'il y a de plus important dans ma vie. » Ethan étudia son visage un long instant. Puis, lentement, il tendit son petit doigt. « Tu le jures ?» Alexander entrelaça son petit doigt avec celui d'Ethan. « Je le jure. » Et là, dans ce moment simple d'une promesse de petit doigt,
la dernière barrière entre eux s'effondra. Le temps passa, 1 an, puis 2, et lentement, l'impossible devint réalité. Alexander Chen, le PDG milliardaire qui pensait que le contrôle était le pouvoir, se transforma en père de 6 enfants extraordinaires. Il apprit que l'amour ne consiste pas à commander, mais à être présent. Que la famille n'est pas une question de perfection, mais d'acceptation. Il était là quand Lily commença sa première petite entreprise à 9 ans, vendant de la limonade avec des stratégies marketing qui feraient pleurer de fierté les MBA. Il était là quand Emma eut sa première exposition d'art à l'école, ses dessins de châteaux et de famille décorant les murs. Il était là quand Noah gagna la foire scientifique avec une expérience sur l'énergie durable qui impressionna même les professeurs d'université. Il était là quand Mia décida qu'elle voulait être danseuse et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour pratiquer ses mouvements, même s'il avait 2 pieds gauches. Il était là quand Sophie écrivit sa première histoire, sur une famille qui s'était rencontrée de manière inattendue, mais s'était aimée inconditionnellement. Et il était là quand Ethan, le jour de la fête des pères à l'école, le présenta à ses amis simplement comme « mon père », sans hésitation, sans explication compliquée. La famille qu'ils avaient construite n'était pas conventionnelle. Alexander ne vivait pas avec eux, respectant les limites que Sophia avait établies. Mais il était présent pour des dîners 2 fois par semaine, des week-ends alternés, et toujours disponible quand l'un des enfants avait besoin de lui. Sophia et Alexander ne redevinrent jamais un couple. Cette nuit à l'hôtel avait été un moment unique dans le temps, pas un début de romance. Mais ils devinrent quelque chose d'également précieux, des coparents efficaces, des partenaires dans l'éducation de 6 êtres humains extraordinaires, des amis qui se respectaient profondément. « Tu sais », dit Alexander à Sophia lors d'un dîner d'anniversaire, entouré de 6 enfants rieurs et joyeux. « Il y a quelques années, je pensais que la famille était quelque chose que l'on construisait à travers des contrats et de la planification. Un mariage stratégique, des enfants au bon moment, tout parfaitement ordonné. Et maintenant ? Demanda Sophia, observant les enfants. Maintenant, je sais que les meilleures choses de la vie ne peuvent pas être contrôlées. Elles ne peuvent être qu'acceptées, nourries, aimées. Il la regarda. Merci de m'avoir appris cela, de ne pas avoir abandonné sur moi-même quand je méritais que tu abandonnes. Sophia sourit. Merci d'avoir prouvé que les gens peuvent changer, que l'orgueil peut se transformer en humilité, que l'amour peut grandir dans les endroits les plus inattendus. Et là, dans cette maison bruyante et chaotique, pleine de 6 enfants miraculeux et de 2 parents imparfaits, apprenant chaque jour, se trouvait la preuve d'une vérité fondamentale. Parfois, la vérité que nous craignons le plus de révéler est l'amour que nous avons le plus besoin d'accepter. La famille n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas une question de contrôle ou de planification stratégique. Ce n'est pas une question d'avoir toutes les réponses dès le début. La famille consiste à être là, jour après jour, même quand c'est difficile. C'est choisir l'amour plutôt que l'orgueil. C'est accepter que les plus grandes bénédictions viennent souvent enveloppées de chaos et de surprises. Alexander Chen avait construit un empire à partir de rien. Il avait conquis des marchés, vaincu des concurrents, accumulé des richesses au-delà de l'imagination. Mais rien, absolument rien, ne se comparait à la richesse de 6 enfants l'appelant papa. De savoir qu'il avait brisé le cycle d'absence émotionnelle qu'il avait appris de son propre père. D'avoir la chance d'être présent pour ces petits êtres humains alors qu'ils grandissaient et devenaient qui ils étaient destinés à être. Cette nuit à l'hôtel, des années auparavant, avait semblé une erreur. Une défaillance dans le contrôle. Un moment de faiblesse. Mais elle s'est avérée être le plus grand cadeau de sa vie. Parce que parfois, quand nous lâchons l'illusion de contrôle, nous trouvons quelque chose de beaucoup plus précieux. Une connexion réelle, un amour inconditionnel, et une famille construite non pas sur des attentes parfaites, mais sur une acceptation imparfaite et authentique. Et cela, Alexander le comprit enfin, était la seule chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Le pouvoir ne pourrait jamais commander. Et le contrôle ne pourrait jamais atteindre. C'était l'amour. Pur, compliqué, chaotique, imparfait et absolument réel amour. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de rédemption, de seconde chance, du pouvoir transformateur de l'amour véritable. Laissez un j'aime si vous croyez que les gens peuvent changer quand ils trouvent la bonne motivation. Et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur la vérité, la famille
et les chemins inattendus qui nous font devenir qui nous sommes vraiment. Parce qu'au final, nous sommes tous imparfaits, tous en train d'apprendre et tous méritant l'amour exactement où nous sommes.